Aujourd'hui, je filme en décalé, ça tombe bien, c'est le sujet aussi. Tant de mise en abîme, et moi qui suis si abîmée. C'est parti. Je voulais pas parler d'un livre, alors je vais parler non pas d'un, mais de deux, non pas de deux, mais de trois livres. Allez hop, j'explique. Et les conditions de lecture. Le rire des femmes, Sabine Melchior-Bonnet, une histoire de pouvoir, on est chez PUF. Oh, ça c'est un truc récent, ça m'a coûté 22 €, j'ai adoré, mais c'est pas féministe. Je vais y revenir. Subversive de Gisèle Giglac, je suis vraiment désolée. Il y a plein de consonnes. 18 €, je donne toujours les prix. Hein. On est sur des livres brochés. C'est celui qui me faisait le plus envie, mais une déception. Et Feminist Spunk, de Christine Aventin, que je ne connaissais pas et qui est quand même vachement intéressante. Je rajoute de la lumière tout de suite grâce à ce petit interrupteur placé à ma gauche. Hop, allez, on fait une miniature. Tac, tac, tac. Donc aujourd'hui, on est en thématique. Thématique rire, subversion, décalage. C'est pas encore mon anniversaire, ça va pas tarder, préparez-vous. Mais ça va être bien de finir enfin cette année de chemin de croix des 33 ans. Tout en ayant vécu, c'est pas si mal. Alors, lu cet été, acheté à la rentrée finie ce matin, et lu entre hier et ce matin. Donc c'est des livres qui se lisent bien, qui se lisent facilement. Donc lui, on est chez PUF, donc c'est universitaire. Là, on est zone, la découverte. C'est du justement, c'est intéressant. Et subversive, paille au rivage, grand public. Alors on va commencer par celui-là. Honnêtement, donc l'art subtil de n'être jamais là où on vous attend. Franchement, c'est un livre qui est mieux pour sa table des matières que pour ses textes. Parce que... et en fait, ça se délite au fur et à mesure. C'est pour ça que j'avais arrêté. Puis j'ai arrêté, j'arrête souvent les lectures. De l'importance d'être quelqu'une, la subversion, la réponse ultime au rap civilisationnel. Donc là, ça me plaçait en féminisme radical, je trouvais ça intéressant. Civilisation, domestication, le travail sans valeur des femmes, etc., concept d'humanité. Donc il y a toute une partie vulgarisation qui fonctionne pas mal et qui part ensuite les enjeux du contrat extra-biologique, etc. Alors avec des raccourcis, hein, c'est quand même rapide, on n'est pas non plus chez Colette Guillaumin, il n'y a pas cette rigueur, mais c'était quand même assez intéressant et c'est très référencé. Alors j'ai vu que Gisèle Giglac est doctoresse en sciences politiques, et qui a fait plein de choses intéressantes en sciences politiques ou en philo. En sciences politiques. Ça sent, et pourtant j'ai senti un flottement, et en fait c'est un livre qui va virer vers le développement personnel. Et ça me pose des questions qui sont quand même assez intéressantes. Et en fait le livre suit cette espèce de mouvement qui irait d'un féminisme, je vais dire radical, mais dans le sens de Guillaumin, donc qui va donc prendre les choses dans leur ensemble et chercher la racine. Hein. Donc c'est vraiment des analyses qui sont sociaux, mais plutôt même anthropologiques à ce niveau-là, avec toujours le problème que dans le cas particulier, etc., ça va pas. Et qui passe ensuite sur mon état d'esprit pour rentrer dans la subversion. Ouais, c'est là que le bas blesse pour moi. Mais même avant, ça commence, la confiance en soi, etc. La peur des hommes, la faille, la subversion, l'acte ultime de libération, la confiance en soi, pierre d'ancrage dans la subversion, et après, je suis mon corps, le syndrome d'Atlas, le syndrome de la bonne élève. Je sais que ça peut parler à pas mal de monde, des femmes, mais pas seulement. Je suis pas super à l'aise avec les analyses façon développement personnel parce qu'elles sont individualistes, et in fine, au bout du compte, elles finissent par nous amener à penser que, en fait, si on peut être sa propre solution, c'est finalement que si on n'y arrive pas, c'est qu'on est le problème. Et en fait, et c'est quand même très emblématique, et c'était pas du tout annoncé, ça finira, on commence par la civilisation, et on finit par ne pas se faire voler son projet au bureau, quoi. Moi, je bosse pas dans un bureau, je bosse quand même dans un monde dans lequel on peut se faire voler ses projets. Ça arrive. Ça arrive. Il y a des cas même récents d'évaluateurs ANR qui ont plagié, des choses comme ça. C'est des choses qui sont sorties cette semaine. Donc ça arrive, c'est une crainte. Hein. Mais ça reste un monde qui n'est pas le mien et qui est vraiment celui de très peu de femmes. Et c'est un peu dommage de mettre les analyses féministes, radicales ou non d'ailleurs, au service
enfin, je sais pas, du développement personnel libéral, quoi. Et là, bon, il y a un gros problème politique, alors que la subversion, c'est vraiment un des trucs que je cherche quand je parle d'une esthétique féministe. Qu'est-ce qui va permettre cette subversion? Qu'est-ce qui va la faire? En fait, grosso modo, comment on fait pour être une bonne troll? Voilà. Ce qui est un peu le sens ultime de ma vie. Et là, je ne l'ai pas trouvé. Mais c'était pas désagréable à lire, c'était assez intéressant. Très référencé, des mythes, etc. Bon, si on a l'habitude de pratiquer des textes féministes, on n'a pas de grande surprise, mais ça peut très bien fonctionner en vulgarisation féministe. Et puis, bah, le développement personnel, je sais que ça parle à tout le monde. Ça frôle le mysticisme. Passé Sauvage a fait une vidéo assez récente que j'ai vraiment adorée, qui montre en fait que la religiosité s'est transférée notamment sur le développement personnel, et donc les nouveaux mouvements sectaires ne sont pas des mouvements à proprement parler religieux. Et on est en plein dans ce que je signalais en passant l'an dernier. En ce moment, ça va vite. La semaine dernière, dans la vidéo sur Umberto Eco, la mystique, l'ésotérisme et les lectures rationnelles du monde, à savoir que finalement, il y a une possibilité d'un complotisme ou d'un mode de pensée complotisme dans le féminisme, et qui passe notamment par le mysticisme. Pas seulement. Et c'est là aussi où c'est intéressant, c'est que ça passe pas forcément par le mysticisme, le féminin sacré ou ce genre de choses. Donc il y a des choses, enfin bon voilà, c'était pas inintéressant, c'était pas ce que j'en attendais non plus, alors que c'est vraiment ce que je pense profondément, qu'il faut absolument être là où on nous attend pas, et là-bas si j'y suis certainement. Et que c'est pas simple de faire un pas de côté, et dans le même temps, je peux pas m'empêcher de me dire que si on n'a que ces formes-là de subversion en mode... alors, la question réforme ou révolution, quand on parle de féminisme, c'est une question qui est plus que compliquée. Parce qu'on attaque qui, en fait? Voilà. Il est où le patriarcat? Il est où le ministère du patriarcat? Bon, on sait bien qu'il y a Dupond-Moretti, mais ça va pas tout résoudre. Voilà. Ou Darmanin, ou ce genre de choses. On sait bien, on sait bien. Donc comment qu'on fait maintenant? Où est-ce comment on fait pour décapiter la tête du patriarcat? Voilà. Et ça, c'est une des questions posées par notamment Christine Elfi dans L'ennemi principal, posée par... oh le nom! J'ai des Aurore Turbio qui est super intéressante, mais qui se pose pas ces questions-là, mais d'autres. Et je pense à La Révolution féminisme, Aurore Queclin. Ce sont des livres qui m'ont vraiment intéressée, parce que ce sont des livres qui posent des questions donc, de stratégie féministe. Mais bon, ben voilà, cette question du démantèlement du patriarcat, je reste toujours dans cette pensée, de cette métaphore que je tire de Toilette pour femme, et qui n'est pas une métaphore d'ailleurs à ce moment-là, mais bon, est-ce que c'est pensé pour... c'est dur à dire, moi je suis pas dans la tête de Marilyn French, mais je continue à me représenter la situation actuelle des femmes en patriarcat comme celle d'une laisse qui s'est juste un peu desserrée, qui donne de la liberté et qui se laisse, qui se fait oublier en fait grâce à cela. Évidemment, ça n'est pas optimiste, mais on peut faire plein de choses quand on est quand même un peu attaché et un peu moins, et on va essayer d'en profiter pour aller plus loin et ronger, non pas son frein, mais cette corde. Mais voilà, il y a cette question-là, et bon, être subversive, et clairement, c'est pensé comme une subversion dans le monde du travail, alors avec plein d'autres exemples qui permettent, à mon avis, de nourrir une réflexion non compatible avec le libéralisme, hein, parce que là, on est en plein féminisme libéral. Ça serait mieux, quoi. Et bon, avec zéro prise en compte de femmes, ne serait-ce que pauvres, pas blanches, parce que c'est pas dit, mais finalement c'est l'impensé, etc. Mais je l'ai bien aimé quand même, alors j'aurais pas eu de quoi en faire une vidéo entière, donc voilà, c'est fait. Le rire des femmes, alors lui, c'est pas difficile, je l'ai vu sur une table de librairie, j'ai fait ceci est pour moi, je le prends, je m'en vais. Non, je suis passée par la caisse d'abord, en montrant ma petite carte de fidélité. Donc là, on est vraiment dans l'universitaire. Je suis un peu étonnée parce que j'arrive pas à comprendre quel est le statut universitaire actuel de Sabine Melchior-Bonnet, ce qui veut dire qu'elle est probablement en recherche de poste, ce qui ne signifie absolument pas qu'elle manque de talent, peut-être au contraire. Achevé d'imprimer en mars 2021, le temps que je me réveille, je suis tombée dessus, quoi. Là, on est vraiment sur une histoire assez complète, assez détaillée, du rire
féminin. Alors, depuis Abraham et Sarah, Bobo, les questions de bienséance ensuite, donc, j'ai appris plein de trucs que j'ignorais, autour de ce fil rouge donc, qui est le rire, la représentation du rire, les dents, pas les dents, faut pas mettre les dents, hein. Non, hein. Les filles bien ne mettent pas les dents, rire et bienséance, le rire libertin, le rire amoureux, rire ou rougir, bon. Donc là, avec pas mal de choses donc, qui peuvent remonter à l'Antiquité, mais qui vont aussi analyser d'un point de vue, on va dire, anthropologico-culturo-littéraire. Ça a l'air d'être le bordel comme ça, mais en fait, c'est que c'est plutôt complet. Les questions donc, de place des rires des femmes, parce que ces rires, ils sont bien représentés, même quand ils vont être disqualifiés, il faut bien les représenter pour les disqualifier. C'est très très compliqué de disqualifier quelque chose en ne le faisant tout simplement pas exister, mais c'est une autre stratégie, hein. Et donc avec aussi des prises en compte de classe, hein, de la servante à la poissarde, pamphlet politique du côté des élites, etc., femmes d'esprit. Donc c'est... Et avec donc un fil rouge quand même globalement historique qui suit donc les transformations du rire selon quand même les grands mouvements politiques, et ça c'est vraiment marqué, on va dire, Moyen-Âge, 18e aujourd'hui. 19e assez important, Hystérix et Grisette. Voilà. C'est ultra complet. C'est ultra complet et avec une vraie prise en compte des conditions de production, de pas mal de choses de cet ordre-là, et donc de ce qui va faire rire ensuite. Et donc ça, c'était vraiment ultra passionnant, très très complet. Vraiment, ça fonctionne bien. Alors, bon, pour un livre, pardon, c'est la même chose. Aussi complet, on a des espèces de représentations de tableaux qui permettent... C'est-à-dire que si vous voulez quelque chose sur le rire féminin au Moyen-Âge, ça va pas suffire. Mais pour avoir quelque chose sur le rire dans l'histoire, le rire féminin dans l'histoire, ça marche. On a régulièrement des rapprochements entre la classe des hommes et la classe des femmes, mais Melchior Bonnet, elle ne parlera pas en termes de classe, et pas... Et voilà, il y a plusieurs moments, alors ça je l'ai plutôt lu cet été, et ça m'a tellement plu que je l'ai transporté alors que je l'avais lu, hein, donc on sait à quel point je fais attention à mon dos. Euh, Voilà, il y a eu des moments, bon là j'étais un peu acerbe, parce que moi-même j'ai pas mal rigolé en le lisant. La vie est une farce, je suis page 131, où hommes et femmes sont tour à tour joués, l'art du fabliau résidant dans le respect de l'équilibre entre les sexes. Moi j'ai marqué LOL. Non, il n'y a pas d'équilibre entre les sexes dans les fabliaux. On n'a pas forcément les mêmes asymétries qu'au 19e, mais là en revanche, il y a quand même une prise en compte de l'ordre masculin et du patriarcat qui manque. Ça c'est vraiment, pour moi, ce qui a vraiment manqué, et qui, sur des formules comme ça, on sait aussi que ces formules, on les écrit vite, parce que il faut tracer, hein, quand on écrit à un moment, et donc je pense que si on discutait, ça se ferait un peu différemment. Mais beaucoup d'extraits, pas forcément longs, mais beaucoup de références. Donc ça m'a donné envie de lire beaucoup de choses. Euh, et qui donne vraiment une image ou une compréhension du rire assez complète. Euh, et vraiment avec... je sais pas comment on bosse pour faire un truc aussi complet, honnêtement. Là, je note un passage que j'ai dire marginalisé parce que j'ai mis un trait dans la marge. Le sourire ou le rire discret ne doit point venir de l'extérieur, mais répondre à une joie intérieure, faute de quoi il est une offense à la sensibilité, page 77. Madame de Souza, romancière à succès des premières années du XIXe siècle, en fait également la marque de la qualité de cœur de ses héroïnes, héros de Charles et Marie, Charles est présenté, etc. Et on va en voir ensuite un développement de l'exemple. Le sourire spiritualise l'héroïne, tandis que le rire espiègle rappelle les pulsions basses ou suggère les mensonges de l'esprit. Candeur, tendresse, abandon, bonté, c'est très féminin de sentimanie, c'est l'encours, pénètre l'imaginaire, et les femmes qui n'ont pas lu Rousseau les respirent dans l'air du temps. Et donc là, on a vraiment des choses qui sont très fines, hein, dans la prise en compte de ce rire et de ces rires, euh, et qui ne font pas de tout rire une subversion. Et ça, c'est important aussi. C'est-à-dire que ce qui m'a manqué en termes de prise en compte d'un rire féministe de subversion,
avait pour pendant positif, justement, de ne pas tout ramener à un truc performatif, de subversion de l'ordre social, etc., qui est tout aussi faux historiquement, en fait. Euh, et donc, il y a... Parce que ça me ramène à une question que j'essaie de démêler ces temps-ci, puisque moi j'aime bien rigoler. Et parce que le rire est peut-être le rire féminin. Alors, il y a ces phrases de Margaret Atwood qui vont nous dire que les hommes ont peur que les femmes se moquent d'eux et les femmes, enfin, il n'y a pas d'eux et comme ça, il y a un effet plus incisif, et les femmes ont peur que les hommes les tuent. C'est pas tout à fait vrai si on analyse les choses comme ça un peu plus finement. Les moqueries qui viennent des femmes, elles ne font pas plaisir aux hommes, mais ce sont les moqueries des autres hommes qui comptent réellement, puisque les femmes ne sont pas tout à fait humaines, alors que voulez-vous faire de ces pauvres êtres sans âme? Et donc, il y a quelque chose comme ça qui, en fait, va d'abord se jouer dans ce qu'on appelle l'homosocialité, et où les relations entre les femmes servent quand même beaucoup, là je suis à un niveau anthropologique, sociaux, je suis pas en train de vous dire que vous n'êtes pas capable de développer des liens humains, voilà. Mais où les relations avec les femmes, et notamment les rapports sexuels avec les femmes, vont finalement être plutôt à prendre en compte comme des rapports d'homosocialité, c'est-à-dire de relations entre hommes, sur bah dis donc je l'ai baisé comme ça, etc. Bien plus qu'une connexion avec la personne avec qui on fait l'amour. Je sais bien que tous les hommes ne sont pas comme ça, mais ça... On vit dans une société qui nous modèle à penser comme ça. Enfin non, qui modèle les hommes à penser comme ça. Et bah, quand on est une femme qui fait l'amour avec un homme, on n'est pas en train de se dire « Oh, c'est super, il pourra le raconter à ses copains ». On peut se dire « J'espère qu'il va pas en parler à ses potes ». Et en général, si on se le dit, on risque d'être déçu. Mais ça fait partie des choses qui font que la connexion femme-homme ne se fait pas toujours. Et là, je vais renvoyer à Eva Illouz, Pourquoi l'amour fait mal, à Liv Strömquist dont j'ai déjà parlé, ce genre de choses. Et à ce niveau-là, bah, le rire, c'est quelque chose quand même qui bloque pas mal de trucs. Et comme le disait Eric Bordas à propos de Sade, et j'adore cette phrase, c'est une de mes phrases préférées, rire ou bander, il faut choisir. Le rire féminin peut être une des armes de destruction massive de la fierté masculine. Mais il ne faut pas rêver. Il ne faut pas rêver et il ne faut pas tomber dans le tout performatif. Vous pouvez rigoler ou quitter la salle pendant une cérémonie des Oscars, c'est pas ça qui vous donne ou des Césars, c'est pas ça qui vous donne le prix, ni qui va transformer les rapports de production de l'industrie cinématographique. Et je prends un exemple précis à dessein. Et c'est beau le spectacle, et ça donne de la force, et ça donne envie de tout péter, et puis on peut y aller, puis on a du courage, et c'est parti. Mais enfin, pour le dire autrement, et comme j'ai pu beaucoup le dire en discuter avec mon amie Laura à l'époque où on se fréquentait, le... c'est pas parce qu'en se disputant on a les meilleurs punchlines du monde et qu'on se demande pourquoi on n'a pas entamé une carrière de rappeuse ou de stand-up que finalement il se met à faire le ménage, quoi. Et la belle réplique qui peut faire rire même adressée, je pense qu'une de mes préférées c'était par rapport à ces textes qui sont été toujours enfin, il a arrêté, j'ai quand même gagné ça, mais de faire la vaisselle, un peu comme dans la chanson d'Anne Sylvestre, et et de répartir les tâches ménagères, c'était évidemment pas le cas. Et je lui avais répondu, ah ben oui, c'est facile, et ça marche super bien. Moi, je fais la vaisselle une fois sur deux, et toi, tu la fais toujours à moitié. Parce qu'il oublie la casserole. C'est sûr que la casserole, c'est le truc le plus marrant à laver, quoi. Voilà, les casseroles sur la table, et on lave que les assiettes. Bon. À partir de là, bah ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, il faisait la vaisselle en étant vexé, pas mieux, quoi. Qu'est-ce que j'ai gagné? Une punchline. Que ne ferais-je pas pour un bon mot? Mais c'est... Voilà, il y a quelque chose d'absolument dérisoire, littéralement dérisoire, dans ce qui va en rester. Et bien souvent, il y a quelque chose qui donne de la force dans le rire, mais qui
qui peut bien vite dévier en rire jaune. Bon, moi j'ai adoré Le Rire des femmes, je l'ai lu super vite alors que je l'ai lu, je sais pas, cet été dans le jardin, globalement. Bon, on est en plein dans les questions que je me pose, hein, donc sur cette espèce de est-ce que le féminisme c'est le trollage ultime? Je pense que oui. Est-ce que le féminisme doit être que ça? Bah non, ça suffit pas. Est-ce que il peut y avoir une esthétique féministe? Bah oui, mais il y en a même plusieurs. Et oui, mon capitaine, hein, et c'est parti. Nos désirs font des ordres, etc. Et les slogans féministes. Tiens, d'ailleurs, j'ai chopé le bouquin à 40 ans de slogans féministes, mais j'en suis qu'à la moitié. Parce qu'aux toilettes, je me bats entre le canard enchaîné et les slogans féministes, quoi, c'est compliqué. Donc, Et le canard enchaîné n'est pas très féministe, mais peut être très drôle. Mais ça me fait moins rire qu'avant. Donc, il y a ce truc. Et oui, le langage, il a une force, oui, il peut avoir une action, oui. Mais bon, je sais pas, est-ce que... oula, attention, trigger. Est-ce qu'un... Est-ce que quand on a dit le viol, on a moins été violé en fait? Ouais, mais ça change quand même. Ouais, mais voilà, c'est un peu ça, les questions que je me pose avec le rire. Mais bon, moi je continue à vouloir me marrer et ça. Et dans cette espèce de féminisme extrêmement pessimiste qui est le mien, j'ai toujours cette espèce de bonhomie de me dire oh bah on peut peu, hein, mais on essaie. En, en alliant une réplique familiale et cette petite phrase d'Agnès Varda qui m'a fait énormément de bien. Mes élèves, mes étudiants, mes étudiantes le savent, je dis tout le temps ça en cours et ça me fait rire toute seule. C'est déjà pas si mal. Alors après, voilà, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Bah je sais pas, bon déjà j'ai plein de trucs à relire à partir de là. Est-ce que j'avais pris des... J'ai pris peu de notes, tiens. J'ai noté page 221 et suivante. Tiens, on va regarder ce que j'avais marqué, page 221 et suivante. C'est pour ça que j'écris dans les bouquins, parce que j'oublie. Ah, Mylène Kundera. La littérature féministe joue de ce mode dubitatif, imperceptible, travail à petits points qui sert à révéler l'écart entre une apparence et la vérité. Ah voilà, ça c'est exactement ce qui pour moi va fonder une épistémologie et une esthétique féministe. L'ironie nous prive des certitudes en dévoilant le monde comme ambiguïté selon la juste formule de Mylène Kundera. Et alors là, moi je suis mort de rire qu'un misogyne comme Kundera, mais enfin, mais ce type écrit des romans pour faire des typologies de femmes. Enfin, mais il est chez le boucher en fait, quoi. Et vous me donnerez 2 kilos de blonde enfin, ah. Et je me rappelle de cette scène, il faudrait que je reprenne la soutenable légèreté de l'être, j'avais promis de le faire un jour sur Twitter à 2 personnes qui m'ont jamais redemandé, mais il va falloir le faire. De reprendre la soutenable légèreté de l'être, qui est un de mes romans préférés quand j'avais 16 ans, pour ça aussi que les choses se sont si mal passées pour moi, à mon avis, et que j'ai du mal à le relire. Je l'ai beaucoup mieux entre 16, enfin je sais pas, 15 et 18, quoi, à peu près. Et je trouve ça ce moment comme ça où bah, il trompe sa femme parce que c'est normal, et que c'est cool, et qu'il y a une espèce de réhabilitation comme ça de l'infidélité non consentie en fait. On n'est pas dans un couple libre, on est avec un mec libre et une nana soumise, quoi, hein, dans la soutenable légèreté de l'être. Bon, ça peut être joli, mais enfin, on peut aussi se poser des questions un peu éthiques de temps en temps. Et le mec, j'ai oublié son nom. Je crois que la fille s'appelait Milena, mais je suis même pas sûre. Peut-être que c'est Kafka qui me fait penser à ça. Je lis pas mal Kafka en ce moment. Les traits courts, là. Oh, qu'est-ce que c'est bien. Et donc, il se retrouve comme ça, avec cette femme qui décrit comme une girafe parce qu'elle a un long cou, et puis, enfin, et elle n'est décrite que par périphrase, quoi. Une périphrase extrêmement animalisante, mais qui est même pas sexy, quoi. C'est-à-dire que décrire une femme comme une panthère est quand même souvent déplacé et très souvent raciste. Mais une girafe, en plus, on sort du domaine du sexy pour entrer dans l'étrangeté, l'incongru, et c'est aussi quelque chose d'un peu questionnant. Euh, et c'est une femme, c'est vraiment un truc qui m'a beaucoup marqué, et c'est une scène à laquelle je pense régulièrement, une scène de cul, érotique, pardon, où le personnage masculin donc, fait des choses avec cette femme, etc. Et et la femme lui fait toujours la même chose. Donc en fait, il lui met le doigt sur l'anus. Alors moi, je savais même pas que ça existait ce genre de truc quand j'ai lu ça. Et la femme fait pareil. Et le mec est super étonné. Et il veut pas en fait. Il est super gêné. Bah ouais, mais si c'est gênant, faut pas le faire en fait. Voilà. Et en fait, si je me souviens bien, c'était un moment comme ça où il y a pas mal de scènes de ce genre-là qui sont décrites et où une autre femme se souvient avec une immense émotion de comment ils ont fait l'amour sur le tapis avec l'orage, etc. et que lui en a aucun souvenir, quoi. Et moi, pour le coup, là, maintenant, ça me fait penser à une scène avec, bah, pas l'ex de la vaisselle, mais elle faisait pas plus,
euh, c'était grave RATP, on était rentré à pied en banlieue, euh, en, en s'imaginant qu'au XIXe siècle, on aurait été en sabot avec nos souliers dans le panier. Enfin voilà, on se l'a raconté à fond, quoi. Et ouais, j'étais ultra amoureuse, j'avais fini ma thèse, papa était pas encore malade, papy était à peine mort, mais voilà, je flottais, quoi. Voilà, je flottais. Ce moment-là où je flottais, c'était 2 mois après la mort de mon grand-père. Et voilà, un soir comme ça, début décembre, ou après les manifs, on a été boire des bières, et puis on rentre à pied, et puis voilà, on traverse l'île de la Cité en courant, euh, et on se court après comme ça, et je vois Notre-Dame, et c'est splendide, enfin. Et voilà, j'ai eu l'impression de revivre, enfin, ou de vivre, de vivre dans un film de Carax, quoi, à ce moment-là. Bah, quand j'en ai parlé, reparlé de cette scène qui pour moi a été incroyable, que j'ai écrite et tout, il n'en avait aucun souvenir. Il s'en souvenait même pas. Ce qui montre bien qu'on est bien plus amoureux du film que l'on se fait que des gens, hein, finalement. Et que les connexions elles peuvent être difficiles à établir, mais je sais pas. Je veux dire, je suis fumeuse et je courais la nuit dans Paris, c'était quand même un moment un peu marquant. Voilà, donc c'est voilà, des choses comme ça, où Sabine Melchior-Bonnet quand même interroge des questions d'écriture féminine, même si c'est pas son sujet principal. Je reviendrai sur ces questions-là probablement quand j'aurai fini la petite sœur de Balzac de Christine Planté, que je l'aime tellement que j'arrive pas à le lire en fait, ce livre. Un peu comme quand j'avais vu Édith Cariatide de Varda, où j'avais arrêté, c'était un court-métrage de commande pourtant, je crois pour France 3, un truc comme ça. J'avais trouvé ça tellement exceptionnel que j'avais vite arrêté en me disant, mon Dieu, je peux pas le supporter, c'est trop beau. Bon, voilà, on est sur ce genre de truc. Et je sais pas, dites-moi en commentaire si ça vous est déjà arrivé d'interrompre une lecture. Puis mettez des commentaires de temps en temps si ça vous est déjà arrivé d'interrompre une lecture parce que c'était trop beau et que ça devenait insupportable. Tant de beauté. C'est avec des films, des bouquins, de beauté ou de stimulation intellectuelle ou autre, quoi. Il y a vraiment eu des moments comme ça de souffle coupé devant la beauté, mais des trucs où ça en était douloureux, quoi, physiquement. Edith Cariatide a, m'a apporté tellement de joie. C'est même pas une joie, enfin, c'est une espèce de vraie joie de beauté que c'était douloureux. Bon, faut dire aussi que j'étais en burn-out et que j'étais à 7 de tension, donc c'est chute de tension. Donc ceci expliquant peut-être cela, mais je pouvais pas, quoi. Je pouvais pas. C'est ce genre de choses. En tout cas, je l'ai adoré pour ça, pour toutes ces références. L'écriture est quand même légère. Alors, c'est compliqué de lire un passage. Bon, là, j'en ai lu un, c'était. Voilà. Ouais, je soulignais plein de trucs. Beaucoup de précieuses sont veuves, quelques-unes sont filles, d'autres se sont séparées de leur mari, je suis page 191. Ce qui donne à la raillerie un petit air de vengeance et parfois de grivoiserie, le rire ne doit jamais être plus qu'un assaisonnement et l'absence de retenue fait figure de péché majeur contre l'honnêteté, ce je ne sais quoi. Donc là, on est chez les précieuses, Scuderie, etc. Et j'ai vraiment bien aimé parce qu'elle saisit très bien ses ambivalences, mais il y a quelques conclusions comme ça qui sont quand même dans une espèce de mythe de l'égalité déjà là, pour reprendre la formule de Delphi. Bon, voilà. Oula, j'ai pu marquer des lol. Enfin, je pense que les gens qui un jour exploreront ma bibliothèque, parce que je n'ai aucun doute que cela arrivera, rigoleront bien, surtout s'ils me connaissent bien, quoi. Voilà, sur LOL. J'ai vraiment beaucoup aimé. Le dernier, Féministe Punk. Féministe Punk, j'ai envie de le lire comme ça. Je connaissais pas Christine Aventin, j'ai regardé son Wikipédia, elle a l'air d'avoir fait plein de trucs chouettes, et en même temps elle dit que c'est son dernier, je suis un peu triste. C'est un livre qui me fait de l'œil depuis pas mal de temps, j'avais pas compris que le S faisait un spunk qui était pas un punk, mais j'étais contente quand même. Euh, Parce que je crois qu'il y a vraiment un féministe punk. Quelqu'un comme Antipatriarcat, ma chaîne YouTube, en est vraiment représentatif pour moi actuellement. Ou, alors, level encore au-dessus, Tanks. Voilà. Tanks, alors, tchouk, la gravure là. Ma blogueuse préférée, mon artiste vivante préférée en pictural. Bon, si, j'aime beaucoup Freud, et, comme tout le monde, quoi. Mais je peux pas m'offrir un Freud alors que je peux m'acheter une gravure de Tanks, donc c'est déjà c'est pas mal. Et puis, bah, je dois avouer que je me sens pas proche, mais que je suis vraiment toujours ultra emballée quand j'ai du Tanks, parce que même bah, quand je saisis pas, je me prends des grandes claques dans la gueule et ça me fait du bien, ou je me marre. Et j'adore ça. En fait, Tanks, pour moi, c'est un peu... peut-être en... Bon, voilà, pas avec la périodicité, les romans feutres, comme ça. Mais pour moi, c'est un peu du harakiri féministe, quoi.
Et ça, bah, c'est pas les espèces de tentatives des filles de Charlie, des trucs comme ça qui ont... Bah, enfin, bon, mon père m'en avait fait lire un peu, c'était quand même globalement du flop. Oh, j'ai vu qu'il y avait un bouquin sur Heiser et les femmes là, qui est en train de sortir. Et je suis assez... Enfin, j'ai un peu envie, parce que j'aime vraiment beaucoup Heiser, vous le savez, d'aller voir de plus près un peu ce qui est dit. Mais alors franchement, si je voulais l'avoir en PDF sans l'acheter, ça serait encore mieux. Mais là, donc voilà, le punk, pour moi, c'est vraiment un truc, bah, parce que le do-it-yourself, c'est vraiment un truc qu'on avait déjà avec les suffragettes, qu'on a eu avant. Bah, de toute façon, quand on n'a rien, il faut bien faire avec ce qu'on a, c'est-à-dire pas grand-chose, et on se démerde. Donc il y a un truc qui est de nécessité-vertu dans le féminisme et dans le punk. Et ça, c'est un truc voilà, qui me plaît beaucoup. Et dans la philosophie punk. Et le foncile, le machin, etc. Plein de trucs comme ça. Et le rentre dedans, voilà, j'aime bien aussi cette espèce d'humour. Peut-être en fait un jour que je fasse vraiment une vidéo sur les différents types d'humour, bah, j'avais un CM, je me faisais pour mon anniversaire comme ça, genre les différents types de comiques. Voilà, attention, je vais raconter des blagues, je pourrais faire ça en vidéo si ça vous intéresse, si vous mettez des commentaires. Hein. Donc je connaissais pas Christine Aventin, j'ai trouvé super sympathique en regardant ça. J'ai fait une bouquin ce matin, mais j'ai regardé ça hier soir sur Google et Wikipédia, parce que je n'ai pas d'imagination. Et ouais, elle a fait plein de trucs. Et elle est belle, je crois. C'est vraiment ce dont je me souviens. Le bouquin m'a plu. C'était pas du tout ce à quoi je m'attendais. Il m'a fait penser à La femme et la nature pour des questions structurelles qu'on va comprendre bientôt. En fait, c'est un truc, bon, un peu punk, hein, mais c'est encore autre chose. Donc c'est vraiment un essai. On peut pas dire que c'est un essai littéraire, parce que quand on va dire littéraire, on va imaginer le truc un peu chiadé, avec des phrases à rallonge, etc. C'est pas le cas. Mais c'est un essai littéraire en ce sens qu'il y a une véritable recherche formelle, et donc il y a beaucoup de trucs qui m'auront intéressé là-dedans et auxquels je vais continuer à réfléchir. Déjà d'un point de vue donc, stylistique, de langue et de mise en écriture. Bon, bah, Aventin est autrice, hein, écrivaine, hein, on entend bien fin dans écrivain. Et puis moi j'aime bien l'idée que l'autrice nous amène des lettres. Et elle... comment dire? En fait, elle part de Fifi Brin d'Acier. Et voilà, c'est là où il y a eu un petit truc où... Bah, malheureusement, Fifi Brin d'Acier, c'est pas un personnage de mon enfance, ni depuis. Donc peut-être que j'ai pas eu d'enfance. Je pense que ça m'aurait plu de voir Fifi Brin d'Acier, quelles que soient les versions de films, dessins animés ou de bouquins, mais ça s'est pas trouvé. Et en fait, le spunk, c'est un mot inventé par Fifi. Et donc Fifi Brin d'Acier, c'est le fil rouge de cet essai. Et je trouve ça assez cool parce que on va avoir donc des analyses de traducto et des comparaisons de traducto, alors en général à partir d'autres articles, mais ça c'est quand même un truc qui est quand même super cool, quoi, les traductions de Fifi Brin d'Acier. Je m'attendais vraiment pas à ça. Alors que c'était marqué, hein, mais je sais pas, je l'ai pas pris au sérieux. Féministe punk est une fabulation à la Fifi Brin d'Acier. Voilà. Mais je sais pas, j'ai l'impression que c'était un peu plus lointain, mais c'est vraiment un fil rouge à partir du texte, donc de la diégèse, c'est-à-dire l'histoire qui est racontée, de la façon dont c'est raconté, des trouvailles, des effets de réception, et en allant dans un chapitre ultra important jusqu'à la prise en compte du racisme chez Fifi Brin d'Acier. Et qu'est-ce qu'on fait de ce racisme, donc qui s'appellerait en fait Pipi longue chaussette, si on traduit littéralement, c'est quand même mignon Pipi longue chaussette. Et donc parce que Fifi Brin d'Acier reste une production des années 40, mais qu'est-ce qu'on en fait, etc. Et cela sans complaisance aucune. Ultra référencé, assez axé queer, avec quand même des axes matérialistes plutôt au début, parce que les choses ne sont pas inconciliables. Et c'est marrant parce que les références, on les voit vraiment se répartir différemment, en fait. Différents courants du féminisme selon les chapitres. Comme quoi, hein, voilà, il y a des approches qui sont mobilisées à tel ou tel moment. C'est pas universitaire, mais il y a quand même de vraies références, et notamment des références universitaires. Mais on peut avoir des fanzines en ref, et ça, moi j'adore. Voilà, je suis super contente. On a des moments, je vais pas dire formels, mais bon, vraiment d'analyse. Et en même temps, et c'est là où ça m'a fait penser à La femme et la nature, le texte est troué par ça s'arrête, et boum, là on a le texte, l'écriture du texte a été interrompue par la maladie de son autrice, qui est vraiment une maladie super grave en fait, et qu'elle finit par rattacher au texte. Et ça c'est un truc qui est assez vertigineux.
Parce qu'on sent que c'est vrai, il n'y a pas... Et en même temps, enfin, aussi avec des espèces de citations, pas toujours référencées là, mais dont on sent que ce sont des répliques ou des discussions avec des amis, des proches, d'autres, ou des bouquins. Et ça fait un effet mais ultra intéressant de polyphonie. Donc c'est là, voilà, ça qui me l'a rapproché de La femme et la nature. Même si ça fait pas du tout le même effet, mais parce qu'il y a tellement de polyphonies différentes. Vous imaginez, polyphonie, c'est qu'il y a plusieurs voix. Il y a évidemment plusieurs façons d'avoir plusieurs voix, il suffit déjà d'avoir des voix différentes. Mais la façon dont les voix vont se répondre les unes aux autres va aussi créer des mondes tout à fait différents entre Toilette pour femme, où la polyphonie m'avait beaucoup intéressée, et La femme et la nature, ou ici Féministe Punk. Et ça, c'est vraiment un truc cool. Et Fifi Brin d'Acier, c'est aussi un modèle, et ça, elle l'explicite vraiment bien, de petites filles et de littérature pour petites filles. Et donc, Aventin analyse Fifi Brin d'Acier comme une espèce d'explosion au cœur du patriarcat, c'est-à-dire au cœur de la domestication des petites filles par la littérature. Et une littérature qui est là pour dicter un mode de vie. Et ça, c'est quand même assez cool. Voilà. Ça fonctionnait assez bien et ça amène vraiment une réflexion sur les genres littéraires, le canon, etc. Avec un ton, donc c'est super bien écrit, mais un ton qui peut être familier, caustique, jouer des ruptures. On a parfois l'impression de lire un fanzine. Drôle, voilà, il y a des blagues, mais aussi de la vraie vulga, quoi. On a aussi voilà. Alors évidemment, je suis page 45, hein. Je peux vous la faire bonne élève de l'analyse sémantique, manier les outils lourds, encombrants et dangereux du pouvoir. Cette langue qui n'a rien de maternel, qui est la langue du patriarcat, celle que tout un tas de vieux profs blancs inculquent à coups de latte invisible et de notes sur 20. Celle qui jamais ne permettra que tes ennemis te prennent au sérieux, mais qui toujours te rendra suspecte aux yeux de tes sœurs, car d'où que tu viennes et quelle que soit ton histoire, la maîtrise du langage est une prise en flaque de domination classiste. Fin de la parenthèse. Je peux, oui, enfoncer les portes ouvertes de la perception intuitive immédiate et faire semblant de découvrir que, quel que soit l'idiome et la nature dont il formalise le binarisme, et là on a en fait une espèce de parodie universitaire, et qui va donc revenir ensuite. Frustration, donc là je suis en haut de la page 47, donc d'être une fille, d'être homo, d'être dingue, moche, stupide ou incapable, d'être là comme une tâche, assise sur le banc des réservistes à attendre qu'on t'appelle pour jouer à un jeu qui ne t'intéresse pas. Issue de cette frustration primale, la narration féministe punk ne spécule pas sur le happy end, mais sur le pied de nez, la grande scène où se révélerait au monde, enfin, l'utilité de tes talents de freak n'aura pas lieu. Seul s'écrira par toi le remous du fond de la salle et l'espoir toujours recommencé d'un impact possible pourrait sur le spectacle l'agitation du dernier rang, etc. Bon, je suis super étonnée parce que Despentes n'est pas cité, mais surtout Solanas n'est pas cité. Parce qu'il y a du Solanas là-dedans, c'est moins violent que Solanas, et puis on n'a pas du tout de préopposition génocidaire comme on l'a dans le SCOM. Hein. Et donc, voilà. Mais on a, voilà, ce qu'on a dans King Kong Theory, ce qu'on a aussi dans le SCOM, c'est-à-dire on a un manifeste. Et ça, c'est vraiment un truc que je trouve aussi assez intéressant. L'écriture du manifeste, c'est vraiment un truc qui m'intéresse. J'attaque bientôt la parole pamphlétaire d'Angenot. Je me repose un peu. Laissez-moi me reposer un peu. Et c'est parti. Si j'ai le temps, j'en ferai une vidéo, mais ça, c'est pas gagné. Puis on va d'abord le lire. Donc c'est un manifeste, et donc pour le coup, le langage est un langage patriarcal, et lui-même mis en crise, on en reparlera en parlant de chantier littéraire de Wittig, mais je recule parce que j'ai peur. Alors que c'est tellement bien, mais je recule parce que j'ai peur. Va expliquer aussi qu'on a cette espèce de non-catégorisation générique de ce texte. C'est-à-dire que c'est difficile de dire ce texte, c'est un essai. On va dire c'est un essai parce qu'on ne sait pas ce que c'est. Un essai, c'est toujours un peu bizarre. Mais bon, on n'est quand même pas non plus dans l'essai quand même très académique. Enfin, parce qu'en vrai, il y a des genres d'essais. Et des essais d'essais. Et là, on est c'est une des conclusions de Christine Planté à sa thèse sur les Saint-Simoniennes, qui date de 83. On est quand même dans une de ces conclusions qui dit, voilà, en fait, qu'un des traits spécifiques peut-être des écritures féminines, c'est qu'elles sont difficiles à catégoriser génériquement. Ça se dérobe. Et voilà. Alors, je sais pas si c'est vrai, il faudrait des grosses analyses, etc. Puis c'est en fait, peut-être que c'est difficile à catégoriser parce qu'on part la plupart du temps, évidemment, histoire littéraire, héritage, patriarcat, Hélène Guénaud, d'histoire littéraire écrite par des hommes, qui s'appuient sur des œuvres d'hommes.
Donc forcément que pour le coup les catégories elles fonctionnent pas. Et que si on repensait une histoire littéraire en prenant pour canon des œuvres de femmes, La Princesse de Clèves, prioritairement, bon, La Princesse de Clèves c'est un exemple canonique, mais euh, si on prenait Christine de Pisan plutôt que Montaigne par exemple, comme autrice des essais, je dis des exemples au hasard, je suis pas une spécialiste de l'essai, encore moins de Pisan ou de Montaigne, qu'est-ce que ça changerait en termes d'histoire littéraire? Et ça, c'est vraiment un truc qui m'intéresse dans ce contrefactuel. Et pour le coup, je trouve que Phoenix Punk interroge pas mal, alors sans aller jusqu'à ces hypothèses qui, là, pour le coup, sont entièrement personnelles, hein, copyright un grain de lettres. Le petit grain, comme dit ma grand-mère. Mais j'aime bien quand elle dit ah, ton petit grain. Alors, tu as fait ton petit grain cette semaine? Mais il y a. Bisous, mamie, je sais que tu me regardes. Tu regarderas tes mails, hein, je t'ai envoyé un dessin, tu me diras ce que t'en penses. Mais il y a ce truc comme ça ou peut-être que c'est comme donc, tout ce qui est fouet, queer, etc., qu'on va trouver que c'est bizarre parce que on ne part pas de là pour faire de la catégorisation ou alors de la catégorisation pathologique. Donc forcément que ça bizarroise, quoi. Et, et il y a d'ailleurs une défiance fondamentale de la catégorisation chez les féministes que j'ai trouvé déjà chez les Saint-Simoniennes. Ça, c'est un truc qui me passionne, c'est ultra intéressant. On l'a vu aussi avec ensuite Olympe Audouard, Égard aux hommes. Je vous renvoie aux vidéos de toute la chaîne. Mettez des pouces. Donc c'est. Voilà. Et j'ai trouvé ça assez drôle, assez frais. Ça faisait du bien. Alors je crois qu'il y a un ou deux moments où je n'étais pas d'accord parce que je suis une râleuse. Mais c'était. Voilà, ça faisait du bien. Bon, je pense que c'est fondamentalement super chouette de faire ce genre de livre et complètement inutile. Et très triste parce qu'Aventin à un moment dit que ça sera probablement son dernier. Bah, moi j'ai plutôt envie d'en lire d'autres quand je vois ça. Et que je l'ai entre les mains. Parce qu'en plus, il y avait là plein de références que j'avais pas trop, donc notamment étrangères, en ligne. Euh, et ça m'a fait du bien. Et une belle réflexion, putain, je parle comme si j'avais 85 ans, mais une très chouette réflexion sur le langage. Mais bon, voilà, on est quand même dans une continuité pas hardcore et plus facile à lire, mais Haraway, féminisme queer, et ça, c'est un féminisme que je connais pas très bien, et je me méfie beaucoup de l'idée de performativité du langage. Euh, Parce que oui, le langage est un acte, mais enfin, c'est un acte qui fait quoi? Moi, je veux dire, je suis jamais qu'une fille qui parle toute seule dans sa chambre, hein. Je vous dis à bientôt.